Moi, je suis allé à l'école et l'on nous disait que nous étions des étrangers en Afrique. Nous n'habitions pas l'Afrique, nous sommes venus par l'Océanie. Nous étions des occupants noirs comme le blanc est un occupant blanc. Et alors, c'est à l'occupant le plus fort qui déracine l'autre. Que le vrai indigène de l'Afrique, c'était le pygmée. Le noir est venu avant-hier, le blanc est venu hier, et puis c'est tout. Voilà comment on nous enseignait l'histoire. Et au-delà de 4 siècles, c'était la nuit noire, l'histoire africaine était suspendue en l'air. Il est évident que ce dogme, je ne pouvais pas l'assimiler. Et ce qui m'intéressait dans ma démarche, c'était donc retrouver vraiment, par la documentation, remonter le fil conducteur qui nous relie à nos ancêtres les plus lointains. C'était tout. Nous sommes à la Sorbonne, à l'amphithéâtre Liard, où M. Cheikh Anta Diop vient de soutenir une thèse comptant pour le titre de docteur ès-lettres. La thèse principale avait pour sujet étude comparée des systèmes politiques et sociaux de l'Europe et de l'Afrique noire de l'Antiquité à la formation des États modernes. La thèse secondaire, domaine du patriarcat et du matriarcat dans l'Antiquité classique. À l'issue de cette soutenance de thèse, qui n'a pas duré moins de 7 heures, nous avons demandé à M. Cheikh Anta Diop les raisons qui l'ont amené à choisir ce sujet. J'ai voulu dégager d'une façon générale l'unité culturelle africaine et d'un autre côté animer l'histoire de tout le continent sur une période de 2000 ans au moins, sans solution de continuité. Maintenant que vous êtes titulaire du titre de docteur ès-lettres, après tant d'efforts et de persévérance, que comptez-vous faire? Je vais rentrer définitivement en Afrique noire dès la semaine prochaine et j'essaierai de contribuer à la formation des cadres et de contribuer aussi à l'impulsion de la recherche scientifique, aussi bien dans le domaine des sciences humaines que dans le domaine des sciences exactes. Et maintenant à monsieur le professeur André Aimard, doyen de la faculté des lettres de Paris, président de ce jury, que nous allons demander ce qu'il pense de ce nouveau docteur et de son travail. Au cours de toute cette soutenance, cette longue après-midi de soutenance, sur à la fois l'homme et les 2 thèses de M. Diop. Nous avons tous été unanimes pour louer en M. Diop une curiosité d'esprit, une intelligence sans cesse en éveil, le goût des grands problèmes, des plus grandes questions, parfois des plus audacieuses. Nous connaissions bien tous M. Diop par ses travaux antérieurs comme par les rapports qu'il avait pu avoir avec chacun de nous, la qualité de l'homme dont il a fait preuve au cours de la soutenance, par la vivacité de ses réparties, par sa présence d'esprit. Rien de tout cela ne nous a surpris. Nous avons, selon les coutumes rituelles, selon les habitudes de la maison et de l'examen, nous avons présenté des critiques, certaines ont pris une forme assez vive. Il reste que nous avons apprécié le travail dont il s'était occupé pendant plusieurs années et la décision a traduit l'impression générale que le jury recueille de la lecture de ces travaux et de cet après-midi de discussion. C'est la décision finale, a été la proclamation de M. Cheikh Anta Diop comme docteur ès-lettres avec la mention honorable. L'origine de l'humanité. Vous savez que l'humanité a pris naissance en Afrique. La séparation de l'homme et de l'animal s'est effectuée en Afrique, on n'en doute plus. Cet événement important a eu lieu il y a environ 5 600 000 ans. C'est en Afrique qu'on trouve représenté
tous les spécimens d'hommes fossiles à l'exclusion de tout autre continent. Les deux variétés d'Australopithèque, l'Australopithèque robustus, l'Australopithèque gracile, l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'homme de Néandertal, l'ancien Homo faber donc, et l'Homo sapiens sapiens, l'homme 2 fois sage comme vous et moi. Ce dernier spécimen est né en Afrique il y a 120 000 ans, 120 000 ans. Et cette humanité est née sous l'équateur, sous la latitude du Kenya. C'est-à-dire sous une latitude où le flux de radiation ultraviolette est tel que tout organisme humain né sous cette latitude est nécessairement pigmenté et noir. Il n'aurait pas été possible à la première humanité de survivre si elle n'était pas pigmentée, la nature ne créant rien au hasard. Donc la pigmentation a une fonction protectrice de l'organisme et protège l'organisme contre les radiations ultraviolettes qui auraient détruit complètement toutes les cellules de l'organisme. Cette humanité s'est développée en Afrique de 120 000 ans à moins 40 000 ans. Elle est sortie de l'Afrique par 2 voies, par l'isthme de Suez, et c'est pour ça qu'on trouve des spécimens en Palestine, mais qui sont plus récents que les spécimens africains. Je connais ceux qui font ces fouilles dans cette région, en particulier le professeur Van der Merch. Mais lorsqu'on serre la chronologie de près, on voit que tous les spécimens trouvés en Palestine sont plus récents que les spécimens africains. C'était la voie de sortie de l'homme africain. Non pas seulement de l'Homo sapiens sapiens, mais aussi des spécimens fossiles qui n'ont pas survécu et dont je viens de parler. L'autre voie de sortie, c'est Gibraltar. C'est par là que les hommes sont passés. Ils ont laissé des traces. Toute la peinture dans les grottes, la peinture rupestre, montre que c'est par là que l'homme est sorti. C'est seulement au sud de l'Europe, vers les mers chaudes, vers la Crimée, le sud de la France, le sud de l'Espagne, ce sont ces régions-là qui étaient habitables. Et c'est là qu'on trouve concentrée la première humanité négroïde il y a 40 000 ans qui a vécu en Europe. Et autant il était nécessaire d'être noir pour survivre en Afrique, autant sous les climats froids, tempérés, où il n'y a pas de flux de radiation ultraviolette, il faut avoir une peau claire pour survivre. Et l'homme noir s'est dépigmenté, c'est une loi de la nature. Et sa morphologie également a changé à la suite de l'adaptation aux conditions de respiration dans le froid. Et le blanc, le premier type blanc est apparu, toute idéologie mise à part, il y a 20 000 ans au Solitréen, et c'est l'homme de Cro-Magnon. Le premier nègre, le premier habitant de l'Europe est un négroïde, qui est l'homme de Grimaldi. Quand je me situe seulement au stade de l'Homo sapiens sapiens. J'ai laissé tomber les Homo erectus et autres qui effectivement aussi sont sortis de l'Afrique parce que ça nous mènerait très loin. Donc voilà le processus par lequel le blanc est sorti du noir, déjà. Et toutes les autres races aussi par filiation plus ou moins indirecte. On aurait pu s'étendre et expliquer dans le détail comment cette humanité est sortie par le détroit de Bering pour aller peupler l'Amérique. Je m'en tiens là pour le processus du peuplement de la Terre. Et aussi comment l'autre branche qui est passée par l'isthme de Suez est allée par les îles de la Sonde peupler aussi l'océan. Alors donc cette humanité qui est née en Afrique, qui était nécessairement négroïde, et qui est née aux sources du Nil, je reviens maintenant à l'Égypte. Cette humanité est née aux sources du fleuve Nil, exactement au sens propre du terme, et elle était noire foncée. Alors cette humanité a colonisé progressivement la vallée, avait devant elle 120 000 ans pour descendre de la région de l'Ouganda au delta du Nil. Voyez? Le peuplement de l'Égypte ancienne. Le fait que les anciens Égyptiens aient été des Noirs nous est prouvé par plusieurs témoignages. On peut aussi démontrer ce fait par tout un ensemble de preuves. Je vous en citerai tout à l'heure quelques-unes, mais je vais commencer par les témoignages. Les Grecs, à l'époque classique,
qui n'avaient aucun intérêt à nous présenter les Égyptiens sous un faux jour ethnique, nous les avons toujours décrits comme étant des Noirs. C'est le cas d'Hérodote qui a visité l'Égypte à une époque d'ailleurs où l'Égypte a perdu son indépendance. C'était sous les Perses, en moins 455, Hérodote a visité l'Égypte, il a trouvé que les Égyptiens étaient des Noirs. C'est dans le livre 2, autant que je m'en souviens, dans Euterpe, qu'il donne tous ces détails, à 3 reprises, d'abord pour expliquer la présence d'un îlot de Noirs dans cette région. Et alors Hérodote dit que c'était les Colches. Et c'était un fait intriguant pour les savants de l'Antiquité, les philosophes qui se disaient comment se fait-il en plein 5e siècle qu'il y ait un îlot de Noirs comme ça au sein des nations blanches. Et Hérodote donnait entre autres raisons, il disait que c'était dans ces Égyptiens et que c'est pendant les conquêtes de toutes nos histoires qu'on appelait ces Sésostris que les Égyptiens avaient mis ici une garnison. Ceci était consécutif, vous le savez bien, à l'invasion des Hyksos. L'Égypte avait été précédemment envahie par les Hyksos et c'est la 18e dynastie qui a donc expulsé les Hyksos et les Égyptiens ont créé des sortes de marches frontières aux extrémités de l'Empire pour prévenir de telles invasions. Alors Hérodote explique que c'était les vestiges de cette armée, de ces garnisons de Sésostris, c'est-à-dire de toutes nos histoires. Et il dit que la preuve que c'était des Égyptiens, c'est que ils ont la peau noire et les cheveux crépus, mais que ça ne suffit pas comme preuve parce qu'en plus de ça, il y a le fait aussi qu'ils sont circoncis, etc. Alors donc, nous avons là un témoignage d'Hérodote très précis. De même, lorsque Hérodote parle de la fondation de l'oracle de Jupiter Ammon en Libye, il explique encore que ce sont 2 femmes qui ont été volées par les Phéniciens à Thèbes. Les Phéniciens auraient pris 2 femmes à Thèbes pour venir fonder l'oracle de Jupiter Ammon ici. Hérodote dit que ces femmes étaient des Égyptiennes, parce que quand on nous dit que les femmes étaient symbolisées par des colombes, alors Hérodote dit que quand on nous dit que ces femmes étaient, ou ces colombes étaient noires, on nous laisse entendre que ces femmes étaient égyptiennes. Il en est de même d'Aristote, le précepteur d'Alexandre. Dans Physionomie, il a laissé encore un témoignage montrant que les anciens Égyptiens étaient des Noirs. C'est le cas d'Échille, dans les Suppliantes. Échille décrit l'Égyptien, n'est-ce pas, qui ramait dans les Égyptiades, qui donc comme des Noirs. Il en est de même de Diodore de Sicile, qui a vécu sous César Auguste, et de Strabon également, et Strabon pourtant était un chauvin. Mais Strabon, lui aussi, avait décrit les Égyptiens comme des Noirs. De même, Ammien Marcellin et Achille Tacius. Et la description d'Achille Tacius est intéressante parce qu'il donne un détail sur ce qu'il appelle les bouviers du delta. Et ces indications nous donnent presque la certitude que cette population était probablement les Peuls actuels. Et ceci vient corroborer tous les faits partiels que nous avions trouvés déjà sur l'origine des Peuls, mais il les décrit comme des bouviers qui sont très belliqueux, qui vivent dans la région du delta et qui étaient déjà fortement métissés. Il les trouve noirâtres comme les Éthiopiens, etc. Alors, je pense que les bouviers du delta d'Achille Tacius, ce sont probablement un rameau des Peuls et ceci pourrait être une piste pour la recherche africaine. De même, Apollodore également et Diogène Laërce ont déposé dans le même sens. Ainsi de suite. Et si vous prenez le temps qui sépare Ammien Marcellin d'Hérodote, cela vous fait 800 ans. 800 ans pendant lesquels les Grecs et les Latins, Ammien Marcellin était un latin, donc n'ont cessé de nous décrire les Égyptiens comme une population africaine noire, mélanoderme. La Bible, le témoignage de la Bible doit être pris en considération. Et la Bible nous apprend de façon très nette que l'Égypte était habitée et l'Égypte était une nation noire. Prenez la Genèse, prenez l'Exode. La Genèse dit justement que Cam, n'est-ce pas, les descendants de Cam, ce sont Misraïm, c'est-à-dire l'Égypte, Couche, l'Éthiopie, Canaan, Pout et Avila, n'est-ce pas, Saba, qui sont en Arabie,
Et l'Oudim qui serait, n'est-ce pas, en Libye avant l'arrivée du Libyen le Coderme. Parce qu'il y a eu dans cette région-là, ce qui induit souvent en erreur, c'est qu'il y a eu un Libyen noir qui a précédé le Libyen blanc qui n'est arrivé qu'à l'époque où les peuples de la mer ont commencé à envahir l'Égypte sous la 19e dynastie. Ensuite, le témoignage de la tradition arabe et musulmane. Il est certain que pour tous les savants arabes qui ont écrit, pour toute la tradition musulmane, l'Égyptien ancien était des Noirs. Et même l'Arabie sabéenne, anté-islamique, était habitée par le peuple de Saba, qui aussi, du point de vue même du Coran, est considéré comme un peuple africain noir. J'en arrive maintenant, très rapidement, aux autres preuves. Les preuves positives que l'on peut fournir montrant que les anciens Égyptiens étaient des Noirs, il y en a une qui résulte de mes propres investigations. Je m'étais dit que si les anciens Égyptiens sont des Noirs, on peut le savoir en étudiant la peau des momies. Effectivement, j'ai procédé à une telle étude et j'ai déposé la conclusion dans un article, j'en ai parlé aussi dans le cadre du congrès du Caire. C'est-à-dire que si vous faites des prélèvements, vous pouvez monter des préparations de l'ordre de quelques microns, de quelques 4 à 5 mu. Vous pouvez éclaircir avec du benzoate d'éthyle. Vous pouvez regarder en lumière polarisée ou même en lumière naturelle. Si vous regardez en lumière polarisée, vous pouvez rendre fluorescents les grains de mélanine. Et il reste encore, quel que soit le traitement de la peau de la momie, il reste encore suffisamment de mélanocytes avec suffisamment de grains de mélanine pour qu'on se rende compte que c'est une peau qui contient un taux de mélanine incompatible, n'est-ce pas, avec l'idée d'une race leucoderme. Et une autre preuve, c'est le canon de Lepsius. Vous savez que Lepsius est un Prussien du 19e siècle, mais c'était un savant de bonne foi. Et je crois que nous devons rendre hommage aux savants de bonne foi, ceux qui ont le courage. Moi, je respecte l'objectivité. L'objectivité est une force qui n'est pas donnée à tout le monde. Il a établi ce qu'on a appelé le canon de Lepsius, c'est-à-dire des mensurations ostéologiques. Il a fait un quadrillage de l'Égyptien parfait et il décrit l'Égyptien parfait comme un nigricien. Alors, rappelez-vous que les premiers grammairiens européens, en particulier allemands du 19e siècle, c'était d'ailleurs à la suite, je crois, d'un voyage de Leibniz au siècle précédent. Donc, Leibniz avait déjà constaté qu'il y avait une parenté entre le germanique et le vieux persan. Il l'avait vaguement perçu. Et au XIXe siècle, les grammairiens allemands se sont mis à travailler et progressivement, on est arrivé donc à dégager ce qu'on appelle la famille indo-européenne au début du XXe siècle. Et on est arrivé par des méthodes linguistiques rigoureuses à établir, n'est-ce pas, l'existence d'une grande famille indo-européenne. Alors, au début, il ne peut pas en être autrement. J'ai comparé le Wolof avec l'Égyptien ancien. On a dit qu'il fallait donc faire l'inverse, plutôt dégager une famille africaine et puis ensuite comparer cette famille avec l'Égyptien. C'est une façon de parler. Vous avez bien vu, comme si j'ai cité le cas des grammairiens allemands, c'est précisément pour montrer que une parenté est toujours perçue d'abord entre des langues qui sont relativement éloignées, et cette parenté peut être suivie de proche en proche et on arrive à mettre au point une méthode mieux élaborée pour dégager la grande famille. Alors, nous n'avons pas encore dégagé la grande famille africaine selon des méthodes scientifiques rigoureuses, mais la parenté que j'ai établie entre le Wolof et l'Égyptien ancien, et même entre plusieurs langues africaines et l'Égyptien ancien, c'est une parenté de type génétique. C'est-à-dire, c'est une parenté qui ne peut pas être fortuite parce qu'elle porte sur la morphologie et la syntaxe. Alors, la question que l'on pose est la suivante. Comment se fait-il que ces formes grammaticales soient conservées à travers le temps?
Ça, c'est un problème d'histoire, mais que cette parenté soit évidente, qu'elle existe, il n'y a pas de doute. Alors, il y a le fait, je crois, pour répondre partiellement à cette question, on s'aperçoit que si les langues européennes ont évolué très vite, surtout les langues romanes, si à partir du latin, si le latin a éclaté en quelques siècles pour donner naissance aux langues romanes, c'est à cause des invasions barbares. L'Europe a connu des bouleversements sociopolitiques extraordinaires à la fin de l'Antiquité. Des gens d'un autre parler sont venus qui ont bouleversé complètement le latin et qui l'ont déformé de plusieurs manières, et ça a donné naissance aux langues romanes. Alors, un phénomène de ce genre ne s'est pas produit en Afrique, et c'est la raison pour laquelle les formes linguistiques ont été conservées pendant un laps de temps si long. C'est de cette manière qu'il faut comprendre ce qui nous paraît au premier abord comme invraisemblable. Mais le fait existe. L'égyptien ancien est une langue africaine, n'est-ce pas? Et c'est l'attestation écrite la plus ancienne des langues africaines. Et cela nous permet aujourd'hui donc de faire de la linguistique diachronique. Cela nous permet, disposant de ces formes archaïques en quelque sorte, nous avons la possibilité de faire de l'archéologie linguistique en quelque sorte à partir des formes égyptiennes. Et donc c'est d'un intérêt scientifique immense. Donc, je peux vous dire ceci. Toutes les formes verbales égyptiennes ont survécu en Wolof, par exemple. Tous les classificateurs, j'ai pu établir une correspondance phonétique entre les classificateurs égyptiens et les classificateurs Wolof. J'ai pu expliquer la genèse du déterminatif Wolof, de l'interrogatif Wolof, donc de l'ensemble des 8 classes Wolof et de toutes les formes de conjugaison Wolof à partir des formes égyptiennes, comme si vous aviez un bâtiment qui s'est effondré et que, ayant retrouvé le plan du bâtiment, vous arrivez à remettre chaque pierre à sa place. Alors, tout cela pour vous dire que la parenté de l'égyptien ancien et des langues africaines est en fait démontrée, et l'égyptien ancien n'est pas une langue sémitique. L'égyptien ancien n'appartient pas à la famille de l'arabe, il n'appartient pas à la famille de l'akkadien, il n'appartient pas à la famille du libyen, il n'appartient pas non plus à la famille des langues indo-européennes. Ceci a été également démontré au Caire, et au Caire, l'égyptologie a bel et bien pris le virage, et l'égyptologie a reconnu officiellement que l'égyptien ancien n'est pas une langue sémitique. L'apport de l'Égypte à la Grèce antique. L'Égypte a été l'institutrice de la Grèce dans toutes les disciplines, c'est en fait certain. Ce sont les Grecs eux-mêmes qui le disent, ce sont eux-mêmes qui nous l'apprennent. Les Grecs étaient très fiers de dire qu'ils sont allés s'instruire en Égypte pour dire qu'ils sont devenus des savants comme les Africains. Nous sommes aujourd'hui souvent fiers de dire que nous avons été faire des études à Londres ou à Paris, ou à Berlin. Alors, voilà quels étaient les rapports. Il n'est arrivé à aucun moment à la Grèce l'idée de se comparer à l'Égypte, justement. Même la Grèce, n'est-ce pas, de l'époque classique, a continué à vénérer l'Égypte. Et c'est cela qui frappe aujourd'hui l'imagination des spécialistes. C'est cela qu'ils veulent nier. Vous ne pourrez pas trouver dans les textes grecs de l'époque classique une contestation de l'Égypte en tant que mère des sciences. Au contraire. Diodore de Sicile l'a suffisamment montré, Hérodote l'a suffisamment montré, Strabon parle également même des Grecs célèbres qui ont fait un stage en Égypte, comme Platon et Eudoxe. Thalès, qui a introduit la géométrie en Grèce, est allé s'instruire en Égypte, d'après la tradition grecque même. Pythagore également, il est resté 22 ans, comme je vous le disais. Démocrite, tous les grands savants grecs se sont instruits en Égypte. Et à l'époque ptolémaïque, ils vont venir tous s'installer à Alexandrie. Pourquoi? Comment se fait-il que le foyer de rayonnement de la Grèce se trouve hors de la Grèce précisément? C'est comme si, par exemple,
la France impériale avait installé le centre de son développement culturel et intellectuel à Dakar et non pas à Paris. Comment expliquer cette anomalie? Comment se fait-il que toutes les sciences grecques se soient développées en Égypte et non pas en Grèce? Euclide, c'était en Égypte. Aristote, il était allé en Égypte. Tous les savants grecs qui ont fait l'honneur, qui ont fait la réputation de la Grèce, étaient en Égypte et surtout à l'époque hellénistique. Comment expliquer cela? Parce que l'Égypte offrait une infrastructure scientifique que seule elle possédait à l'époque. Même l'Égypte, qui a cessé d'être indépendante, continuait à être l'institutrice de la Grèce dans le domaine du savoir. Et si la Grèce avait connu la pensée mathématique avant d'entrer en contact avec l'Égypte, on aurait pu discuter. Si la Grèce avait connu la pensée philosophique avant d'entrer en contact avec l'Égypte, on aurait pu discuter. Mais je vous défie de trouver un élément de pensée mathématique, de pensée philosophique, de pensée scientifique grecque avant le contact avec l'Égypte. Il n'y en a pas. La Grèce était semi-barbare. Au VIe siècle, quand elle entrait en contact avec l'Égypte, quand ses premiers voyageurs comme Thalès venaient en Égypte, la Grèce était réfractaire à la science. La Grèce était réfractaire à la philosophie. La Grèce était réfractaire à la pensée scientifique d'une façon générale. Et c'est la raison pour laquelle les premiers néophytes grecs, que sont Thalès, Pythagore et autres, qui vont entrer en Égypte pour s'instruire de la science égyptienne, ils vont avoir toutes les difficultés pour acclimater cette science en Grèce. Il y avait antinomie entre science, philosophie et État grec. L'État cité s'entend. Par contre, la science est née à l'ombre du pouvoir politique en Égypte, était au service du pouvoir politique et la pensée philosophique aussi. Et donc, voilà comment cette science s'est développée en Afrique noire et voilà comment elle s'est propagée en Méditerranée septentrionale. Et seuls les Grecs qui ont vécu en symbiose avec l'Égypte ont pu hériter de ces éléments. Falsification de l'histoire. Ce qu'il faut noter, c'est que au moment où l'impérialisme, n'est-ce pas, atteint son apogée en quelque sorte, dans l'État moderne, en tout cas au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, l'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité. C'est que l'Occident, qui se croyait chargé d'une mission civilisatrice en direction de l'Afrique, découvre, en fouillant dans le passé, que c'est précisément cette Afrique noire, aujourd'hui son esclave, cette Afrique noire apparemment en régression, c'est bel et bien cette Afrique noire qui lui a donné tous les éléments de la civilisation, aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Et cette vérité, tous les savants n'étaient pas également disposés à l'exprimer sans nuance. Donc, la communauté des savants s'est scindée en deux groupes. Les savants de bonne foi qui ont eu le courage de regarder la vérité en face et de dire aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Pourtant, c'est cela. Et Volney faisait partie de ces savants. Il était contemporain de Napoléon Volney. C'est un savant du 18e siècle, 19e siècle, qui a voyagé beaucoup et qui est contemporain de Napoléon. Il faisait partie de ceux qui avaient le courage d'exprimer cette idée. Et ensuite, toute la lignée presque des égyptologues qui ont falsifié l'histoire de l'humanité de génération en génération et qui ont commis un crime le plus grave contre la science et l'humanité. Au sein de ces égyptologues aussi, il y a eu une tendance beaucoup plus modérée qui a essayé d'exprimer une vérité plus ou moins fardée. Voilà. Donc, c'est comme ça, de falsification en falsification, qu'on en est arrivé à dire que l'Égypte est un accident géographique en Afrique. Et quand on parle de l'Égypte, on parle de l'Orient. L'Égypte, ce n'est pas l'Orient, c'est l'Afrique. L'orientalisme est une frustration, c'est une falsification. Il faudra bien qu'il arrive un moment où, après 1000 vérifications,
quand les Africains seront édifiés sur ces faits, hein, qu'ils prennent leurs responsabilités et que dans certains domaines quand même, qu'ils s'écartent de l'idéologie parce que les autres font de l'idéologie, même si aujourd'hui ils occupent le haut du pavé, même si aujourd'hui ils sont les pays les plus développés, ils ont failli dans le domaine de la transmission des connaissances dans le domaine des sciences humaines. Ils n'ont pas été capables, ils ont falsifié parce que ce sont des savants de très haut niveau, c'est pas par ignorance, mais c'est par idéologie, c'est par réaction purement humaine qu'ils ont falsifié. Il y a eu des falsificateurs de l'histoire, ils ont commis ce que j'appelle, et je pèse bien mes mots, un véritable crime contre l'humanité, parce que c'est dégradant pour quelqu'un qui est chargé de propager le savoir, de transmettre sciemment des contre-vérités. Et il y a des générations entières de spécialistes occidentaux qui ont été coupables de ce crime à l'égard de l'humanité, et ils le savent. Ils le savent. Et après, c'est sur la base de ces faits falsifiés qu'on a formé des générations qui continuent à perpétuer, quelquefois de bonne foi, et qui même une fois qu'on leur a démontré, qui une fois formés ainsi, quand on leur démontre la vérité, même au tableau, par éducation, ils ne peuvent plus y adhérer. Ce qui m'intéressait, c'était donc de retrouver ce chemin humble qui me conduirait à nos ancêtres les plus lointains. Et quand je suis tombé sur l'Égypte, mes camarades le savent de ma génération, j'étais gêné, ça ne m'intéressait absolument pas de tomber sur l'Égypte, pour ce que je cherchais. C'est le fil conducteur, c'est la continuité, c'est la restauration de la conscience historique qui m'intéressait. C'est cette conscience historique qui est le ciment, qui réunit les individus d'un peuple, qui fait qu'un peuple n'est pas une population, un agrégat d'individus sans lien. C'est ce sentiment historique seulement que je voulais restituer, restaurer. Et je ne peux pas non plus, en aboutissant à l'Égypte, falsifier l'histoire par complaisance pour être dans le vraisemblable du moment. C'était tout. Quand je suis tombé sur l'Égypte, par la linguistique surtout, hein, eh bien, ça m'a ébloui, mais ça m'a gêné. Parce que je me suis dit, on va me faire des procès d'intention, on va dire que nous allons inventer une histoire pour doper exactement ce qu'on a dit, que c'était pour doper les peuples en lutte pour l'indépendance, que nous avons fait ça, qu'on nous comprend, et on était en train d'analyser ma conscience pour savoir les motivations psychologiques qui pouvaient me pousser à faire ceci et cela. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu dans la vie? Toutes sortes d'arguments, sauf la bonne, qui consiste à discuter avec moi sur le terrain scientifique. Hein? Bon, alors donc, moi je les attendais et je souriais. Donc j'assumais tous les qualificatifs, toutes les épithètes dont on m'a fibulé, je les ai assumés allègrement et je les invitais seulement à venir discuter sur le terrain scientifique pour savoir une chose est ce qui nous motive, autre chose est la vérité ou non de ce que nous disons. Et c'est sur ce terrain scientifique que j'ai invité la communauté scientifique à discuter. Voilà. Le colloque du Caire. Lorsque l'UNESCO m'a demandé de participer à la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, j'ai dit que je ne pouvais pas, sous prétexte qu'on écrit un ouvrage de portée mondiale, n'est-ce pas, m'exprimer par des euphémismes. Donc, il faut que toute la communauté scientifique se réunisse au Caire, qu'on débatte de cette question brûlante de l'origine africaine de l'Égypte et de l'origine nègre de l'Égypte, et que tous les savants et spécialistes qui ne sont pas d'accord viennent. Et qu'on les avertisse 2 ans à l'avance au moins, et qu'ils ne viennent pas dire qu'ils ne savaient pas ce qui les attendait. Je garantis la sérénité des débats, je garantis la courtoisie des débats, et du côté africain, je ne serai qu'avec 2 collaborateurs, 2 qui, comme moi, pouvaient lire les hiéroglyphes, les autres, je n'en avais pas besoin parce qu'ils ne pouvaient rien apporter. Et même, des historiens qui utilisent des ouvrages de seconde main sur cette question sont plus dangereux que ceux qui ne savent rien. Parce qu'ils se prononcent sur des questions qu'ils ne connaissent pas, et pour toutes sortes de raisons, ils peuvent faire plus de mal que de bien. Donc, nous n'étions que 2 finalement. Le 3e même a eu un empêchement. Et cela permettait d'élargir la délégation occidentale et de faire venir tous ceux qui le voulaient. L'Amérique était représentée par son département même d'égyptologie à Luxor. L'Égypte était représentée par la cohorte de ses savants sur place. La France était représentée par ses meilleurs égyptologues. Le professeur Vercouter, Leclan, qui sont tous académiciens maintenant, et Sonoron, qui était un des meilleurs pour la langue égyptienne, de Bonhomme,
la Scandinavie était représentée par l'académicien C.O. Söderberg, et ainsi de suite. Maintenant, à propos du colloque du Caire, ça a été un combat à armes courtoises, à la loyale, mais tout de même qui a permis de clarifier un certain nombre de points. Je vous lis quelques dépositions. À propos de la culture égyptienne, le professeur Vercouter rappelle que pour lui, l'Égypte est africaine dans son écriture, dans sa culture et dans sa manière de penser. Le professeur Leclan est devenu académicien depuis. Il est le plus jeune membre de l'Institut. Donc, le professeur Leclan, lui, reconnaît ce même caractère africain à la civilisation égyptienne dans son tempérament et dans sa manière de penser. Si c'est la culture qui était en jeu, donc la cause est entendue. Il s'agissait de trouver la culture antérieure à laquelle il était légitime pour les Africains de rattacher leur culture actuelle. Cette question a été tranchée par les débats du Caire. En tout cas, voilà les dépositions de la bouche même de nos interlocuteurs de ce qui avait été désigné pour discuter la question avec nous. Et le professeur Davis a rédigé ce rapport avec une objectivité digne d'éloge, il faut le dire. Mais dites-vous que ce rapport a été discuté point par point. Ce que je vous dis ici, c'est ce qui a été discuté en assemblée plénière du colloque et retenu comme le minimum sur lequel on était d'accord. Puisqu'il y a beaucoup de points de désaccord et vous lirez la totalité du rapport. Je vous lis seulement quelques points saillants. Il faudra lire l'ensemble pour avoir toutes les nuances. Alors, à propos de la linguistique, sur ce point, à la différence des précédents, l'accord entre les participants s'est révélé large. Les éléments du rapport du professeur Diop et le rapport du professeur Obenga ont été considérés comme très constructifs. Et le rapport continue. Contre l'affirmation du professeur Diop que l'égyptien n'est pas une langue sémitique, le professeur Abdallah rappelle que l'opinion inverse a été souvent exprimée. Et voici la déposition du professeur Sonneron, qui est le chef de file de l'égyptologie française, au bout de toutes ces discussions et après toutes les preuves que nous avions fournies au tableau. Je rappelle également, pour que vous compreniez bien le sens des phrases que je vais vous lire, que chaque fois que nous faisions une démonstration au tableau, Obenga et moi-même, nous insistions, je prenais soin d'insister sur la valeur de la méthode que nous appliquions. Et nous mettions l'érudition moderne au défi de montrer la moindre différence dans notre démarche scientifique. C'est-à-dire de dire si nous appliquons les mêmes critères scientifiques dans nos démonstrations que ceux qu'ils ont appliqués pour démontrer l'existence de la famille indo-européenne. Et s'il s'est révélé que nous appliquons réellement les mêmes critères, il faut qu'ils le disent dans le rapport. Parce que on avait l'habitude, vous savez, l'expérience sert à quelque chose, on avait l'habitude toujours dans les discussions de salon de dire que oh, c'est un assemblage de mots, que c'est des rencontres hasardeuses, etc., etc. Alors donc tout ceci pouvait être jugé autrement. Alors voilà donc le professeur Sonneron. Plus largement, le professeur Sonneron souligne l'intérêt de la méthode proposée par le professeur Obenga après le professeur Diop. L'égyptien est une langue stable durant au moins 4500 ans. L'Égypte étant placée au point de convergence d'influence extérieure, il est normal que les emprunts aient été faits à des langues étrangères, mais il s'agit de quelques centaines de racines sémitiques par rapport à plusieurs milliers de mots. L'égyptien ne peut être isolé de son contexte africain,
et le sémitique ne rend pas compte de sa naissance. Il est donc légitime de lui trouver des parents ou des cousins en Afrique. C'est le professeur Sonoron. Vous voyez donc que l'égyptologie a pris le virage de la façon la plus officielle. Et voici la conclusion générale du rapport. La très minutieuse préparation des interventions des professeurs Cheikh Anta Diop et Obenga. Je lis, suivez bien, parce que les phrases de ce rapport sont toujours carabinées. Alors si vous ne suivez pas, le sens vous échappe. Alors, le texte dit ceci. La très minutieuse préparation des interventions des professeurs Cheikh Anta Diop et Obenga n'a pas eu, malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, une contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un réel déséquilibre dans les discussions. Sur le plan de la méthodologie scientifique, il faut absolument être sévère avec soi-même. Si nous critiquons la partialité des autres pour tomber dans le même travers, ce n'est plus la peine. À ce moment aussi, nos œuvres, tout ce que nous aurons fait sera frappé de la même caducité. Je crois que sur le plan de la rigueur scientifique, il n'y a pas de concession à faire. Il faut absolument être sévère avec soi-même. Alors peut-être quelque chose qui va être sans doute important dans l'élaboration et dans l'écriture de l'histoire africaine, c'est l'utilisation de la tradition orale. Oui, mais la tradition orale est très riche d'informations, mais la difficulté réside dans le fait que le cadre chronologique n'est pas précis. Il est extrêmement difficile de loger les faits que l'on relate dans la tradition orale dans leur vrai cadre chronologique. Les faits relatés ont une base historique, mais après ils sont délogés de leur cadre chronologique et il faudra un travail extraordinairement sérieux pour arriver à les replacer dans leur vrai cadre chronologique. C'est ça la grande difficulté lorsque nous parlons de la tradition orale. Sinon, de sa richesse, personne ne doute, tout le monde en convient. Et c'est une source très importante pour écrire l'histoire africaine, une source que personne ne peut négliger. Mais nous devons avoir toujours présent à l'esprit le problème du cadre chronologique. Justement, vous faites bien de souligner le fait que la tradition orale, il ne faut pas la négliger, parce que pour des cultures essentiellement orales, c'est très important, donc cette façon de conserver un certain nombre d'événements. Mais je pense que l'historien africain a quand même recours à d'autres sources de documents. Bien sûr. D'abord des sources archéologiques qui prendront de l'importance de plus en plus avec le temps, au fur et à mesure que les équipes archéologiques seront formées pour fouiller. Je crois que la plupart des informations qui nous seront utiles pour l'histoire africaine sont maintenant dans la terre. Il faudra bien que nous fassions parler les témoignages archéologiques, les fossiles, plus qu'on ne l'a fait jusqu'ici. En attendant, il faut faire flèche de tout bois. Nous avons surtout, pour la période du Moyen-Âge, nous avons des chroniqueurs arabes pour l'Afrique de l'Ouest, les Tariq el-Soudan, les Tariq el-Fitash, qui sont écrits, qui sont des textes historiques de très grande valeur, qui ont été écrits par des lettrés africains de l'université de Tombouctou. Et nous avons tous les textes arabes des voyageurs, comme Bekri, comme Idrissi, comme Ibn Battuta, qui a visité le Soudan, et bien d'autres écrivains arabes. Le devenir des sciences humaines en Afrique. On m'a fait beaucoup de procès d'intention, mais des études venant prouver le contraire, on n'a pas pu en faire de consistantes. Jusqu'à maintenant? Non, jusqu'à maintenant, si vous en connaissez, dites-le moi. Je crois que le colloque du Caire en est la preuve. Comme je l'ai dit hier, c'est moi-même qui avais demandé la tenue de ce colloque,
parce que j'étais beaucoup gêné lorsqu'il s'est agi d'écrire l'histoire générale de l'Afrique. Je savais qu'on continuerait à faire des procès d'intention et à dire que nous soutenons des thèses qui ne sont pas tout à fait démontrées. Et j'ai pris les devants en disant que pour utiliser ces thèses dans l'histoire qu'on va écrire, je voudrais qu'on les discute au préalable avec le monde, la communauté scientifique internationale. Et que la communauté scientifique internationale accepte d'en éprouver la consistance. Ce qui a été fait, et vous connaissez la suite. 28 ans après, d'ailleurs, bon, ça n'a pas changé, puisque... Ça change, ça, si vous voulez, ça a évolué, mais positivement, le point de vue a évolué, c'est-à-dire que de nouveaux arguments très forts sont venus s'ajouter à ceux dont je disposais à cette époque-là, et des arguments de toute nature, d'ordre linguistique, d'ordre anthropologique et tout. C'est certain. Il est certain que les Égyptiens étaient des Africains, ça on peut le démontrer de plusieurs manières. Et la civilisation égyptienne avait des tares, elle avait des faiblesses. Je crois qu'il faut qu'on évite de... Je n'ai pas cherché à déifier l'Égypte, j'ai cherché seulement à connaître le patrimoine culturel de l'Afrique pour que les Africains puissent bâtir un corps de sciences humaines. Imaginez un peu l'Occident coupé du passé gréco-latin. Je défierais n'importe quel Européen de bâtir un corps de sciences humaines. Il ne le pourrait pas. Si l'Europe a pu bâtir un corps de sciences humaines, c'est parce qu'il y a ce va-et-vient constant vers le passé gréco-latin. Donc, l'Afrique coupée de son vrai passé, l'Afrique coupée de ses véritables antiquités, ne pourrait pas bâtir un corps de sciences humaines parce qu'il lui manquerait ce référentiel culturel, sans quoi il est impossible de bâtir un corps de sciences humaines. Alors, c'est le seul intérêt culturel que cela présente. Vous voyez, nous pouvons faire de la diachronie parce que nous avons pu, de cette manière, introduire la dimension historique. Donc, nous pouvons remonter dans le temps et voir quelles sont les formes antérieures qui existaient avant les formes linguistiques actuelles. Tant qu'on s'était condamné à rester dans le présent, on pouvait faire tout simplement de la linguistique structurale, une coupe transversale dans le temps, mais on ne pouvait pas faire cette remontée dans le temps pour analyser les formes anciennes qui ont disparu. Voilà le seul intérêt scientifique, enfin un des intérêts scientifiques que présentent ces travaux. Cela est vrai aussi dans le domaine des institutions sociales, c'est vrai pour tout ce qui est la connaissance de soi. Je crois que c'est de cette manière que l'on peut être en possession de son véritable patrimoine culturel et qu'on peut, dans la plénitude, aller vers les autres et leur apporter ce qu'on a à leur apporter. Maintenant, c'est les Africains qui doivent prendre leur histoire en charge pour l'écrire correctement, sans aucun doute. Et c'est ce que nous faisons. Et non pas seulement pour édifier, comme je le disais tout à l'heure, la société africaine, mais pour édifier l'humanité entière. Cette histoire nous est commune, c'est une histoire universelle. Les premières expériences humaines ont débuté en Afrique. Lorsque l'humanité sera suffisamment éduquée pour ne concevoir plus que l'individu en dehors de toute coordonnée ethnique, pour ne voir plus chez l'individu que l'humain, mais on verra la richesse de cette expérience. C'est à ce moment-là que nous verrons comment l'homme, débarrassé de toute coordonnée ethnique, a vaincu la nature progressivement. Et ce sont ces progrès de la civilisation qu'il est intéressant de suivre.